IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler de l'âme, de la survivance de l'âme avec Aram, A-R-A-M, c'est les médiums, il fait partie de l'USFIPES, dont on dira un peu ce que ça veut dire juste après. Il sera question d'une journée donc sur la survivance de l'âme qui va se dérouler le 17 mars prochain dans l'après-midi au Théâtre Adiar, Square Rap, dans le 7e arrondissement. Aram, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs également. Heureuse de vous avoir parmi nous dans les studios d'IDFM. Aram, c'est votre prénom, je crois. C'est mon prénom, effectivement. Alors, je travaille sous ce prénom parce que, bon, on n'est pas beaucoup en Aramis, France. on voit Aramis. On voit Aramis, ouais, effectivement. Et c'est un prénom biblique de confession chrétienne et voilà, des chrétiens d'Orient. Eh ben, c'est un joli prénom. Il Merci. y a le mot âme dedans. Oui. C'est l'art de l'âme, Aram. L'USFIPES, on peut rappeler ce que c'est, l'union... Alors, le nom, c'est l'Union scientifique francophone pour l'investigation psychique et l'étude de la survivance. Alors, c'est un grand programme. C'est un titre et un nom qui a été changé en 1975 et c'est une association qui va fêter cette année ses 100 ans. Donc, c'est une association donc très ancienne. Et le but de cette association, c'est de prouver, le terme est toujours très galvaudé, mais de prouver la survivance de l'âme, donc, d'une certaine manière, une communication avec ce monde de l'astral. Alors, je vais peut-être vous poser une colle, mais qui c'est qui, en 1919, a créé cette association ? Alors, en fait, cette association était... à l'origine les enfants, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, c'est-à-dire ceux qui se sont inspirés d'Alan Kardec. Et au tout début, effectivement, alors j'ai pris quand même mes notes parce que je m'en souviens pas toujours. Mais il a bien travaillé. Absolument. Et il y a Gabriel Dehaene et Léon Denis qui ont été en fait les enfants spirituels et qui ont voulu reprendre cette association et créer un phénomène, une salle, un endroit où on pouvait expérimenter la survivance de l'âme grâce à des médiums. On les appelait pas forcément comme ça avant. Et c'était des tests, des contacts avec ce monde, avec l'idée également, bien entendu, c'était très à la mode à l'époque, du spiritisme, avec les tables tournantes, avec les contacts, avec le verre, avec ce petit guéridon qui pouvait bouger. Voilà, c'est issu, cette association est issue véritablement de ces mouvements qui ont, et on va fêter les 150 ans cette année également. Oui, 150 ans de Kardec. Les 150 ans de la disparition de Kardec. Ouais. Alors, est-ce que c'était déjà à l'origine Jean-Jacques Rousseau là dans le Alors, derrière non, là dans non, on a récupéré ce lieu dans les années 70. Mais l'idée du Palais Royal, c'est-à-dire ce quartier était le quartier de prédilection en fait de ce mouvement un peu spirit. Voilà, donc c'est vrai que déjà à l'époque, ils ont essayé de rester dans ce quartier qui était véritablement le cœur de Paris. Alors c'est au combien de la rue Jean-Jacques Rousseau ? C'est au 15 rue de la rue Jean-Jacques Rousseau. Et c'est au fond de la cour. Et c'est au fond de la cour, effectivement, c'était à l'origine un ancien garage, donc on a l'impression de rentrer un petit peu dans un couloir de garage, et il y a une porte au fond, et dès qu'on ouvre la porte, voilà, on arrive dans ce lieu Oui, il n'y a mythique. pas de table qu'on fait tourner, par contre il y a des sièges où on peut s'asseoir. Absolument, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous. On a environ 450 adhérents. Mais c'est également ouvert à tous ceux qui ne sont pas adhérents, qui sont juste curieux de venir voir, participer, observer, écouter une conférence. Et ces conférences, par la suite, sont suivies de contacts médiumniques, d'expériences de médiumnité. Alors, ça c'est suivi par des expériences de médiumnité. Moi, j'y suis allée quelques fois, donc je vois un peu comment ça se passe. Alors là, il y a quand même un bureau pour le médium. Les gens déposent sur le bureau ou des objets, ou des photos, ou c'est toujours comme ça que ça se passe ? Alors pas toujours, pas chaque fois. Chaque médium a sa spécificité. Certains vont utiliser des objets, c'est-à-dire effectivement la photo, des objets que les personnes présentes laissent, ou des personnes qui ont pu appartenir à des défunts qu'on peut laisser sur ce bureau. Mais il y a des médiums comme moi, par exemple, qui n'utilisent pas du tout de support, c'est-à-dire qu'on va essayer juste de capter un contact médiumnique et transmettre
ces informations. Alors je dis toujours, c'est toujours très délicat parce que l'entité, puisqu'on la nomme comme ça, depuis l'astral, nous parle à travers des vibrations. Ces vibrations, n'ayant plus de cordes vocales, ces vibrations, c'est le rôle du médium qui doit traduire. Et en fait, on va pouvoir donner des informations au fur et à mesure des infos qu'on reçoit. C'est-à-dire, c'est une femme, elle peut être comme ci, elle peut être comme ça, elle est peut-être décédée de ça, elle avait tant d'enfants, elle avait peut-être tel métier si elle en avait un, etc., etc. Et puis, plus on va donner des informations, plus ça ne va correspondre qu'à une seule personne en salle. Et la médiumnité, à ce moment-là, véritablement peut commencer. Le message peut être transmis. Alors, comment ces entités, d'abord, qu'est-ce qu'une entité ? Alors, qu'est-ce qu'une entité ? Et en fait, on considère que après la mort, c'est-à-dire ces mouvements spirites, considèrent qu'après la mort, après la mort charnelle, l'âme ou l'esprit, suivant les cultures, reste. Et c'est quelque chose avec laquelle on peut communiquer, c'est-à-dire que les souvenirs, les expériences sont communicatives et on peut parler d'une certaine manière, si je peux utiliser ce terme, communiquer, ce serait peut-être plus juste, communiquer avec ces entités et qui vont tenir un discours comme si ils étaient face à nous. Alors peut-être pas aussi élaboré, peut-être pas aussi dans le présent qu'on veut l'entendre, mais en tout cas, ce sont très fréquemment de très beaux messages qui vont aider les personnes à se sentir moins seules. Alors je sais que souvent les médiums on nous tape un petit peu dessus en nous disant vous aidez pas forcément les personnes à faire leur deuil, alors que c'est tout l'inverse. Justement, en apportant ces messages, ça rassure, ça aide. Quand on voit une personne qui repart de là en étant heureux d'avoir eu ce message, en ayant reconnu son défunt, c'est fantastique. Il y a combien de personnes dans la salle ? Une cinquantaine en général, il y a souvent une cinquantaine. Alors à l'UCIPES, c'est quand même très spécifique parce que on a des conférences pratiquement chaque jour, c'est-à-dire du mercredi au dimanche, 5 jours par semaine, on a des conférences suivies de médiumnité. Et le mardi étant réservé aux adhérents et à des ateliers, on fait relâche un petit peu le lundi. Et donc c'est tous les jours, il y a une conférence. Alors ce n'est pas toujours autour du contact médiumnique, parce que sinon on s'épuiserait, mais c'est un peu plus vaste, avec véritablement l'aide apportée aux autres, un travail plus personnel, plus spirituel. On va aborder beaucoup de thèmes. On a environ 80 conférenciers et environ 25 médiums. 25 médiums dont vous faites partie, Aram. Vous y êtes depuis combien de temps à cette Moi, ça fait 15 ans. 15 ans, oui. Donc, vous y allez à peu près combien de fois par mois ? À peu près une fois par mois. Ah, c'est tout ? Oui. Ah ouais. On tourne comme ça, étant 25 médiums, on passe à peu près une fois par mois chacun. Et donc, ça dure combien de temps ? 1 heure, 2 heures ? 1 heure, environ 1 heure. L'expérience de médiumnité dure 1 heure, la conférence dure 1 heure et quart. En gros, ça commence à 15 heures et on termine avec une petite pause. On va terminer à 18 heures, oui, effectivement. Alors, les personnes qui viennent pour communiquer avec leurs défunts, comment se fait-il que les défunts soient dans la salle et pourquoi il y en a qui sont là et d'autres qui n'y sont pas ? Ah, c'est une grande question. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette salle, mais ça fait depuis très longtemps que je cherche à comprendre tout ça. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est vraiment très terre à terre, et quand ça m'est arrivé, quand ça m'est tombé dessus, moi à l'adolescence, j'ai voulu absolument comprendre pourquoi, comment tout ça pouvait fonctionner. Et j'ai des réponses, mes expériences. J'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, effectivement, on remarque que c'est un lieu un petit peu à part, un petit peu magique, et c'est un lieu qui attire ces contacts. Alors c'est vrai que les gens viennent aussi également pour ça, c'est-à-dire pour recevoir un message de leur défunt. Ils l'ont pas toujours. Moi, j'étais avant d'être conférencier, avant d'être médium dans cette salle, je faisais aussi un peu le tour des salles parce que ça m'intéressait. Au tout début, je n'avais jamais de message et j'étais presque en train de me dire mais non, c'est truqué, c'est pas possible. Et vous attendiez un message d'un défunt ? Oh, j'attendais un message d'un défunt, oui, pas forcément spécifique à une personne en particulier, mais je me suis dit j'ai des gens qui sont partis autour de moi et j'attendais un petit coucou. Et des fois, nous en tant que médium, on transmet ce coucou. Le message n'est pas toujours d'une portée, d'une vibratoire très intense. Des fois, c'est juste pour dire tout va bien, je suis là, tout va bien. Oui, alors vous attendiez le message d'un défunt. Est-ce que
ce défunt n'était pas parti depuis suffisamment de temps pour qu'il ne puisse plus s'exprimer. Est-ce que dans les gens qui viennent dans la salle, il y a des gens qui ont des défunts qui sont partis depuis 20, 30 ans? Oui. Est-ce que dans ces cas-là, les défunts peuvent encore s'exprimer? Alors, c'est vrai que lorsque ça fait depuis un petit moment que ces défunts sont partis, la communication est souvent moins fluide. On les a moins facilement. Maintenant, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui va réveiller cette vibration. Ça peut être un anniversaire, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être quelque chose de très concret, très matériel. Par exemple, même le fait de bouger la tombe de place ou de rajouter quelqu'un dans la tombe. Caveau, oui. Et voilà, dans le caveau. Et effectivement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, quand l'entité comme ça, quand le défunt est très ancien, on demande, on dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a dû avoir un événement nouveau, parce que c'est vrai que des défunts qui sont partis depuis 30, 40 ans, souvent on a un petit peu du mal à les obtenir. Alors, les personnes qui viennent, c'est souvent pour des deuils qui n'arrivent pas à se faire, des deuils récents. Ah oui, il y a une partie effectivement de personnes qui viennent de perdre un être cher et qui viennent pour être réconfortées. Alors à l'inverse, tout à l'heure, je vous parlais oui, la question était, est-ce que quand ces défunts sont partis depuis trop longtemps, c'est compliqué? Quand c'est tout jeune aussi, quand le décès vient d'arriver, c'est pas si évident également, c'est un petit peu différent. Le contact est un petit peu différent. Et des fois, il y a certains médiums qui disent non, il faut attendre tant de jours. Moi, Combien c'est vrai de temps? Alors, c'est variable d'un médium à un autre. Moi, c'est vrai que l'idée des 40 jours me paraît bien. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. Et les 40 jours, moi, c'est vrai que j'aime bien attendre 40 jours, demander 40 jours entre le décès et le contact médiumnique pour que ce contact se fasse de manière fluide. Je pense qu'il doit y avoir aussi des questions que se posent ceux qui sont vivants, peut-être sur des suicides ou sur des morts incompréhensibles. C'est vrai. Il y a des suicides. Alors de temps en temps, on a des expériences incroyables, parce que l'entité vient nous dire, le suicide, en fait, c'est pas un véritable suicide. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Chaque cas est différent. On est dans une salle, c'est-à-dire que c'est pas une vraie consultation. Quand je dis c'est pas une vraie consultation, on fait de la démonstration dans cette salle. On va prendre quelques instants avec cette entité, on va passer le message et puis par la suite, on passe à une autre entité, on passe à un autre message. Donc c'est vrai que c'est pas une consultation d'une heure et demie comme ce qui peut se passer en consultation privée. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on demande à la personne plutôt d'aller voir et consulter le médium véritablement en privé. Mais il m'est arrivé effectivement, je me souviens d'une entité qui me disait mais non, je ne me suis pas suicidé. Et la personne en face était sûre. Elle m'a dit mais j'en étais sûre qu'il ne s'était pas suicidé, c'était son enfant. Il était à l'étranger, pour tout vous dire, il était en Algérie et il me disait mais il y a des preuves à tel endroit, etc. Mais je dis mais bon voilà, faire une enquête là-bas, ça va être compliqué. Maintenant, passez à autre chose. Il est décédé. Vous savez qu'il ne s'est pas suicidé. Vous savez que c'était pas son intention de partir sans vous laisser un mot. Maintenant, il est là, il vous parle, il vous transmet tout son amour. Il vous dit qu'il vous aime, qu'il n'est pas parti parce qu'il s'était passé quelque chose de négatif. Ça peut être un meurtre, comme là, c'était le cas. En tout cas, on l'a poussé au suicide et la personne repart apaisée. Alors bien entendu, avant de transmettre ces messages, parce que pour certains, ça peut sembler facile de dire ça, parce que d'une certaine manière, on n'a aucune preuve, la personne n'a aucune preuve si je lui dis tout ça. Bien entendu, le rôle du médium, c'est d'abord de définir le défunt. Le défunt était comme ça. Il adorait, par exemple, je prends un exemple très spécifique, il adorait manger des escargots à l'ail. Bon, tout le monde n'aime pas les escargots à l'ail. Et la personne va dire, ah oui, c'était son plat préféré. Donc là, une fois qu'on a ce type d'information, on sait qu'on est avec le défunt. Et la personne qui nous consulte sait qu'on est avec son défunt. Et là, le message, justement, peut passer. Le message est perçu et le message va apaiser la personne qui nous consulte. Alors qu'est-ce qu'on fait par exemple si ça vous est jamais arrivé de faire un rêve la nuit où la personne qui vient de mourir vous montre la façon dont elle a soi-disant c'était un gamin de 20 ans, avait eu soi-disant un arrêt cardiaque, comme ça arrive beaucoup dans le sport, et bon, est décédé, et dans le rêve, on voit que elle a reçu un caillou sur la tête, quoi. C'est-à-dire que c'était un meurtre aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand le défunt nous envoie ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Souvent, dans la majorité des cas, le défunt est apaisé.
une fois qu'on a le contact. Il ne vient pas avec une idée de vengeance, avec une idée de justice absolue. Des fois, ça arrive, parce qu'il peut y avoir une injustice, mais ils sont juste là pour dire il y a eu une injustice. Ils ne veulent pas forcément la résolution de ce problème en disant ah, effectivement, il a été tué ou il y a eu un accident, etc. Et ça a été couvert. Donc, c'est des fois juste pour dire que c'était pas un arrêt cardiaque, que la médecine n'a pas fait ce qu'il fallait. Des fois, ça arrive, hein, il y a des erreurs médicales aussi parce que sur la table d'opération, eh bien, sous couvert un petit peu entre les infirmiers, lois, les médecins, oui. voilà. Eh bien, des fois, il peut y avoir une erreur et l'entité revient en disant bon voilà, je suis apaisé, je suis là-haut, mais juste pour dire que c'était une erreur médicale. Alors voilà, l'entité n'a plus d'intérêt à faire un procès à l'hôpital ou au médecin. Non, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, celui qui reçoit le message, il transmet. On transmet parce que l'entité, souvent, a juste besoin de le dire. Il n'a pas... Des fois, ils sont juste retenus en disant « Je ne t'ai pas dit ça » ou « Je n'ai pas pu dire ça parce que j'étais sur le lit d'hôpital, j'étais entubé, j'étais dans le coma. Je n'ai pas pu te dire ça. Je voulais te dire ça. Je voulais te donner ça. » Des fois, c'est à travers les objets. On parlait des hôpitaux. Il y a une partie, il y a eu un moment, à peu près il y a 10 ans en arrière, où j'avais énormément d'entités qui venaient en me disant j'avais un objet sur moi, on me l'a volé. On volait beaucoup d'éléments dans les hôpitaux parce que certaines personnes arrivaient avec des bijoux. On n'a pas le droit d'avoir des bijoux dans la chambre. Et ben la personne était dans le coma. On les met dans le coffre et puis hop, le bijou disparaissait. Et puis la fille, les enfants ne savaient pas forcément si elle l'avait sur elle ou à la maison. Et l'entité revenait en disant ce bracelet, eh bien, c'était pour toi, ma fille. Alors, on arrive à reproduire de manière vibratoire cette transmission. Et une fois que c'est fait, l'entité est complètement apaisée. Dans les hôpitaux, on perd aussi les dentiers, les lunettes oui. et compagnie. C'est fou ce qu'on perd dans les hôpitaux. Oh, oui. Dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir avec Aram, qui est dans les studios. Donc, Aram fait partie de Luce Fipes depuis 15 ans. Pourquoi? Ouais. Ah, je ne sais pas. Un jour... Moi, ça a commencé à l'âge de 14 ans. À 14 ans, il s'est passé des choses. Enfin, 14-15 ans. Je m'amusais à faire bouger des choses, à faire du spiritisme parce que je ne savais faire que ça, parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple. Il y avait des choses qui tombaient? Ah, il y avait des choses qui tombaient comme dans ce studio, effectivement. Et donc, voilà, il y a les choses bougeaient et c'était ma manière, justement, de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible, mais qui est présent. Et j'avais comme témoin mes amis de l'époque, mes copains, et jusqu'au jour où j'ai fait ça pendant pas mal d'années, hein, entre 14 et 18 ans à peu près. Et à 18 ans, il s'est passé une expérience qui m'a fait vraiment peur. Et donc à ce moment-là, j'ai dit je ne veux plus toucher à tout ça tant que je ne comprends pas. C'est quoi l'expérience? Faites-nous peur. Ah là là, non, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que à l'époque, je faisais des études de théâtre. On se rejoignait tous les week-ends. Je crois que c'était le vendredi soir ou le samedi soir. Je crois vendredi soir, plus exactement, sur une péniche, sur la péniche d'une personne aujourd'hui qui fait de la voile d'ailleurs. On est sur Enghien, on peut parler un peu de voile. Et c'était une femme. C'était toujours une femme. Et cette femme nous accueillait avec grand plaisir sur la péniche de ses parents parce que ses parents étaient toujours, aussi des coureurs comme ça en voile. Et on était tranquille, on restait et chaque semaine, on me demandait, parce qu'on s'ennuyait un petit peu, on me demandait de faire du spiritisme. Allez Aram, fais du spiritisme. Allez, on mettait, c'est facile, on prenait un bout de table, on prenait des lettres de Scrabble, on prenait un verre qu'on retournait. Et puis on avait des messages. Et un jour, ça s'est mal passé. Ce message était pas bon. Il y avait une énergie vraiment pas agréable. C'est quoi le message? Le message comme quoi un ami commun allait avoir un accident. Et moi j'étais là, mais je peux empêcher ça? Et on me dit oui, tu peux empêcher ça. Enfin le message, le verre écrivait ça. Il disait oui, tu peux empêcher ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu sois là à telle heure, tel jour. C'était le lendemain même. Et je dis ok, j'y serai, absolument. Je sais pas si c'était vrai, pas vrai, mais il y avait une ambiance très électrique, très étrange. Et la personne qui nous recevait était quelqu'un qui nous accueillait mais tout le temps. Et ce jour-là, elle nous a mis à la porte. Elle nous a dit maintenant vous partez d'ici, etc. Et j'avais un rituel, c'est-à-dire je prenais un verre pour clôturer pour moi la séance.
j'improvisais, je regardais des films, je lisais Kardec, etc. Et on m'avait dit oui, il faut retourner un verre, il faut mettre un couteau à l'intérieur, ça coupe la consultation. Et là, le verre part en 1000 morceaux. Voilà, je sais qu'on était dans une énergie très particulière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne touche à rien, je vais à ce rendez-vous. S'il ne se passe rien, tant mieux. Mais en tout cas, je ne retouche plus à rien. Eh bien, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai été au rendez-vous. Il s'est rien passé. Cette amie n'a pas eu d'accident. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il pouvait avoir des entités comme ça, de l'usurpation. Enfin, déjà, je l'avais compris. Et des farceurs. Voilà. Et j'ai dit non. Maintenant, je veux maîtriser tout ça. Je ne touche plus à rien. Et sur ma route, une personne est apparue qui m'a dit, OK, viens. Un jour, il m'a dit, viens, je vais t'apprendre tout ça. Mais par contre, avant de reprendre tout ça, tu vas faire un travail sur toi. Un travail basé sur la méditation. Et tout ça reviendra plus tard. Et tu vas essayer de comprendre. Et je voulais comprendre. Donc vous êtes resté combien de temps sans toucher à rien ? Au moins 2 ans. 2 ans. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup mais ça me titillait. Ça fait partie de ce que je suis. Et peut-être vous avez sauvé la vie à votre ami. Qu'est-ce qu'on en sait ? On n'en sait rien. Peut-être pas. Je sais. Mais en tout cas, ce que je sais de l'époque, c'est que je ne maîtrisais rien. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'était que d'autres personnes puissent assister à ce type de phénomène, parce que ça me rassurait en me disant, je suis pas complètement cinglé. Il y a des choses qui bougent et les autres le remarquent. Donc, et je pouvais même me détacher, enlever mon doigt de ce verre. Le verre continuait. Par contre, si j'étais trop loin, ça ne marchait plus. Et donc voilà. Et puis, de fil en aiguille, la personne qui m'a formé travaillait à l'UCIPES. Quand je dis travaillait, venait, faisait des conférences et était médium aussi là-bas. Et un jour, il m'a dit, Aram, tu es prêt, tu montes avec moi. Il m'a mis à côté de lui et j'ai démarré comme ça il y a 15 ans. Alors, vous n'êtes pas remonté sur la péniche ? Non. Je suis pas remonté donc sur la péniche. là, vous arrivez à l'UCIPES. La première fois où vous avez travaillé seul, vous vous en rappelez ? Alors, c'est surtout, oui, la première fois où j'ai travaillé seul, je m'en souviens, mais surtout la première fois où j'ai travaillé avec lui, parce que malgré tout, c'était ma première expérience et c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'à la pause, après la conférence, il me dit, Aram, tu viens maintenant avec moi au bureau. Je dis, non, c'est impossible, je suis pas prêt. Il me dit, si, tu es prêt. Ok, je me mets à côté et je commence à recevoir un premier message et je suis avec une dame et j'entends le mot eau et moi je regarde la dame, je dis oh là là madame, je pense que vous allez avoir un problème de fuite d'eau et faites attention, vérifiez bien tous vos robinets, etc. Et la personne qui m'a formé, qui s'appelle Jean-Marie Rouquette, qui était mon inspirateur. Et il m'a dit, il était mort de rire. Il me dit, mais c'est pas ça. Je dis, mais c'est quoi? Alors il me dit, elle a pas des problèmes d'eau, EAU, mais d'eau, OS, osseux. Et je lui dis à dame, je dis, madame, vous avez des problèmes osseux? Elle me dit, oui, c'est ça. Donc j'avais mal interprété. En fait, souvent, avec la pression comme ça, voilà, on prend la première chose, on entend sans avoir la suite des choses. On essaie d'analyser de manière mentale, alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On nous reproche souvent, nous, voyants, médiums, d'être de bonnes personnes qui analysent les personnes. On va faire de la technique comportementale, on va analyser. Pas du tout, on n'a absolument pas le temps. Justement, si on est dans l'analyse, on n'est plus dans la médiumnité. Et puis en plus, tous les gens qui sont là, ils viennent chercher un peu la même chose. Donc c'est clair que c'est de la voyance quand même sur des gens qui sont passés de l'autre côté. Et Oui, bien sûr. Le but, encore une fois, de notre association, l'UCIPES, c'est vraiment de prouver la survivance de l'âme. Ça, c'est très important. Maintenant, face à nous, on a des gens qui veulent avoir un message, mais qui veulent peut-être juste savoir si ça va aller, si eux vont aller, pas forcément leurs défunts. Et là, on peut passer de la voyance, enfin de la médiumnité à la voyance. Et on peut tendre la main vers ces personnes-là. On est dans un monde spirit, certes, mais on est dans un monde spirituel avant tout. Et le but, effectivement, des gens qui sont à ce bureau, c'est de pouvoir aider. C'est quand même la fonction principale de cet outil. Alors, on n'est pas dans Ghost, vous les voyez pas, les défunts. Alors, ça dépend. Quelque chose d'assez exceptionnel d'ailleurs qui va se passer sur cette journée, sur ces 100 ans de l'UCIPES, le 17 mars. Le 17 mars. C'est que l'UCIPES a décidé, c'est vrai, l'instigateur j'ai eu l'idée de ça, de faire un film sur les médiums. Et on a fait un film par des professionnels, par des réalisatrices, parce qu'elles étaient 2 professionnels. Il y a eu 22 médiums
qui sont venus témoigner. Donc c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment 4 modules qui vont être présentés ce jour-là. Et c'est très intéressant pour moi aussi parce que j'ai pu rencontrer ces 22 médiums, parce que même si on travaille dans la salle, des fois c'est bonjour, au revoir, on se croise. Et là, ils ont pu raconter leur première fois, ils ont pu raconter leur expérience marquante. Et ces 22 médiums, il y en a certains qui vont voir les entités, comme quand on voit une personne. Alors c'est pas le même état de veille, c'est un état d'une conscience qui est modifiée. D'autres vont voir juste un membre, d'autres vont voir des lumières comme moi. Et moi, je vois plus sous forme de ces entités, sous forme de lumière, une lumière communicative. D'autres vont voir un contour, d'autres vont voir des nuages. Et ça, c'est la vision yeux ouverts. Donc ça, effectivement, c'est le côté un peu Ghost, le film. Mais les yeux fermés, on voit pratiquement tous les mêmes choses. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, les yeux fermés, ce sont des images qui viennent se superposer les unes aux autres pour créer une image générale. Il y a une petite différence qu'on appelle le flash, qui est un peu comme une carte postale. On peut aller se balader dans cette carte postale, revoir un peu ce qu'on a vu, les détails d'une carte postale. Mais souvent, quand c'est une entité qui vient nous parler, elle va nous dire, j'étais blonde, j'avais les yeux marrons, j'avais des sourcils comme ça, j'étais habillée comme ça, j'adorais les pommes, etc. Et ces éléments sont donnés pas de manière globale tout de suite. Elles sont données au fur et à mesure des informations, ce qui nous permet en fait de superposer ces informations pour avoir une image générale. C'est-à-dire, vous voyez une blonde avec une pomme à la main, c'est ça ? C'est un peu ça. Ouais, c'est des images. Alors ça, c'est en ce qui concerne la vision. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi l'audition ? Oui, on appelle ça la clairaudience. C'est quelque chose de très important. Alors la clairaudience, souvent les gens sont persuadés qu'on entend comme là, je vous entends au micro. Pas du tout, c'est pas exactement ça. De temps en temps, oui, c'est ça. On entend une voix, on entend clairement notre prénom, on entend une phrase, un mot. Mais souvent, c'est un état de conscience modifié. Et dans cet état de conscience modifié, c'est le prolongement de nos pensées. Nos pensées ne nous appartiennent plus. On se dit, tiens, pourquoi, si j'étais en analyse, pourquoi je pense au fait, si je reprends l'image des pommes, pourquoi je pense à pomme, à la tarte pomme. Mais c'est pas que la tarte pomme, c'est que cette personne, je pense que cette personne avait une recette très spécifique et qu'en plus, cette recette, elle l'a passée à sa fille. Ça, c'est un message. Et en fait, c'est un prolongement de mes pensées. Et à travers ce prolongement, on va pouvoir passer en disant votre maman me parle de tarte aux pommes, elle vous a passé une recette particulière. Et l'autre va me dire oui, c'est exactement ça. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas deviner. Alors, Aram, qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont démentir tout ce que vous venez de dire en disant que vous puisez simplement dans l'inconscient de la personne qui est en face de vous? C'est-à-dire que cette tarte aux pommes, c'est pas la tarte aux pommes du défunt, c'est la tarte aux pommes de la personne qui est encore vivante. Absolument, c'est vrai. Et des fois, ça peut arriver. Parce que d'abord, on a nos yeux ouverts quand on regarde la personne. Donc, est-ce que c'est nos ressentis? Est-ce que c'est notre analyse? Mais je vous le dis, en fait, on n'a pas le temps d'analyser. Mais là où ces personnes sont coincées d'une certaine manière, c'est que quand je vais dire, par exemple, je reprends cette histoire de tarte aux pommes, et je vais dire, mais la tarte aux pommes, votre mère me dit qu'elle faisait sa tarte aux pommes et qu'elle l'a passée à votre sœur. Et lui, si c'est un garçon face à moi, ne le sait pas. Il va se renseigner auprès de sa sœur, et sa sœur va lui dire, ah oui, dis donc. Comment tu sais ça ? Effectivement, comment tu sais ça ? C'était secret, elle me l'a passé, personne n'était au courant. Alors, ça peut être de l'inconscient collectif. Ok, je veux bien. Mais on arrive. Vous savez, quand on est là, l'entité nous dit, elle a eu 3 enfants. Et face à nous, la personne nous dit, ah non, loupé, ma maman, elle n'a eu que 2 enfants. Et l'entité me dit, mais si, j'en ai eu 3. Et moi, je dis, mais si, votre maman me dit qu'elle en a eu 3. Et la personne ne sait pas. Elle va vérifier. Elle nous appelle quelques jours après en disant, effectivement, j'ai vu sur le livret de famille, elle avait eu un enfant, on ne savait pas, il est mort-né, etc., etc. Ça, encore une fois, peut-être que ça peut être expliqué par l'inconscient collectif. Mais malgré tout, la personne qui est face à nous, elle le sent aussi. Il y a quelque chose de l'ordre du ressenti. Nous, on ressent, c'est la clairsentience, mais c'est quelque chose qui est transmis à la personne qui est en face. Elle ressent parce que de temps en temps, on utilise les mêmes mots, les mêmes expressions, le même phrasé que l'entité. Et à ce moment-là, la personne, elle a l'impression d'avoir son père, son grand-mère, son oncle face à elle. Alors, en clairaudience, dans la mesure où c'est pas des pensées qui interfèrent dans votre cerveau et que c'est une voix, cette voix intérieure, c'est une voix qui est différente d'une personne à l'autre ou c'est toujours la même voix ?
Ça dépend, c'est vraiment variable. Il y a jamais, je pense qu'il y a jamais véritablement une expérience identique. En tout cas, pour moi, c'est jamais, c'est tout le temps quelque chose de nouveau. Même ce qu'on appelle les clichés. Les clichés ne sont pas quelque chose de. Quel cliché? Les visions. J'étais en salle et à un moment donné, je suis avec une femme et là, j'ai le symbole de l'aigle. J'ai un aigle qui passe, qui vole. Et moi, je sais pas comment traduire ça. Et puis, j'ai à nouveau cet aigle. Et donc, je suis là, madame, vous êtes plutôt aérienne? Non, plutôt terre à terre. Ah bon, je sais pas, j'essaye, je tente. Je dis, je sais pas, vous avez des rapaces autour de vous? Vous aimez les rapaces? C'est votre passion? Non, pas du tout. Et puis, en fait, dans ma vision, dans mon cliché, eh bien, cet aigle vient se poser, se met de profil. Et là, je reconnais l'aigle américain. Et je dis, mais madame, vous êtes d'origine américaine et ça ne s'entendait pas? Elle me dit, mais oui, effectivement, moi, ma famille est américaine. Moi, j'aurais préféré avoir la Statue de la Liberté ou le drapeau américain. Le dollar. Voilà, ou le dollar. Mais non, j'ai eu cet aigle et la fois d'après, ou si on me parle des États-Unis, on va me donner un autre cliché. Ce sont jamais les mêmes clichés. En tout cas pour moi. Bon, alors c'est des expériences. Tout va bien puisqu'on est avec Aram de Lusfipes et on va parler de cette journée du 17 mars prochain, 2019, de 13h30 je crois, ou 15h30. 13h30. 13h30 à 19h. Ça se passe Square Rap dans le théâtre Adia. Il y aura des invités prestigieux. On va parler des femmes d'abord. Brigitte Dutheil. Brigitte Dutheil, absolument, qui était l'ancienne présidente également de Lusfipes. Et qui va parler d'Alan Kardec, sa vie et son œuvre. Donc ça va être très intéressant parce que c'est vraiment une très belle oratrice et elle va pouvoir véritablement donner des informations. Alors, c'est un personnage mythique, mais qu'assez peu de personnes connaissent. Et l'homme super lumineux, c'est son père. Absolument. Alors Brigitte Dutheil, une autre femme, Pascale Lafargue. Oui, Pascale Lafargue, en fait, elle va parler de ses recherches sur les phénomènes de la réincarnation. C'est une spécialiste, effectivement, des vies passées, des réincarnations, et de l'entre-deux-vie, des contacts avec les décédés. Elle va pouvoir parler de tout ça. Nous avons également, on a Lucien Pauillac, qui est une personne qui fait partie du bureau de Lusfipes, qui est le vice-président, et qui va faire la présentation d'un médium d'exception qui s'appelait plus exactement Gaston Beau, avec qui il a vraiment cherché sur cette personne. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc il va parler de cette personne. Et nous aurons également Jean-Marie Le Gall, effectivement, ses contacts et son travail avec les médecins du ciel, que pas mal de personnes connaissent, Jean-Marie Le Gall, bien entendu. Et cette journée, sera ponctuée avec ça va être sympa, avec un petit goûter. Le film, là, vous avez pas dit. Et oui, et donc 4 modules, 4 petits films. Quand je dis petits films, ils vont durer à peu près un quart d'heure chacun. Donc 4 petits films qui seront diffusés tout au long de l'après-midi. Et ça va être vraiment le témoignage de 22 médiums. Alors, si vous connaissez pas la salle Adia, c'est une occasion d'y aller parce que c'est dans la maison des théosophes. Mais bon, ça n'appartient plus. C'est le théâtre. C'est le théâtre maintenant qui s'appelle le théâtre de la Tour Eiffel. Ouais. Parce qu'on est l'ancien théâtre Adia. L'ancien théâtre Adia, effectivement, on est tout près. Ils l'ont changé beaucoup à l'intérieur, non? Ah, pas mal, je crois, oui, effectivement. Il y a toujours quand même des balcons et tout ça. Oui, effectivement, c'est sûr. Alors, moi, j'aimais bien comme il était à l'ancienne. Sur 2 étages, c'était alors on a choisi ce lieu parce que même si il peut contenir jusqu'à 450 personnes, mais en fait, on a l'impression d'être dans un petit théâtre, c'est intimiste et c'est très agréable. Il y a vraiment une très très belle énergie, ça nous correspond parfaitement. L'énergie des théosophes qui sont juste au-dessus. Bien sûr. Alors je vous dirai si ça a changé parce que même les toilettes, elles étaient drôles. On serait cru, tout était drôle dans cet endroit. Donc on répète, il y aura Brigitte Dutheil, Pascale Lafargue, Lucien Pauillac, Jean-Marie Le Gall, et vous, il y aura des médiums aussi qui feront des... Alors on n'a pas voulu justement. Parce qu'on s'est dit, on est 25 médiums, qui va passer sur scène? Qui va parler? C'est toujours très compliqué et c'est pour ça qu'on a décidé de faire le film. Comme ça, les auditeurs, les personnes qui seront présents pourront voir ces 22 médiums. Il y en a 3 qui n'ont pas pu répondre à l'appel. On est 25 médiums et il y en a 22 qui témoignent à travers ce film. On sera présent
pour la majorité, on sera présent, donc les gens pourront nous rencontrer au moment de la pause, mais effectivement, on ne sera pas sur scène. On peut dire que Jean-Marie Le Gall, il est médium. Absolument. Il voit bien sûr, mais dans les hôpitaux, il voit les gens qui sont morts, donc. Oui, absolument, oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas le tout de les voir, mais qu'est-ce qu'on fait? On discute avec eux, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait avec une entité quand on la rencontre? Eh bien, déjà, on l'accueille, on lui fait coucou, je t'ai vu. Oui. Alors, pas toujours, parce que vous... Des fois, ça leur... non, mais ils n'ont pas envie de rire. Et puis, ils ont pas envie de rire. Et puis là, vous parlez des hôpitaux. Moi, j'aime pas me retrouver dans un hôpital, effectivement, parce que... Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, du coup, on peut pas s'occuper de tout le monde. Donc, parce que souvent, ces entités sont des fois juste perdues. Et donc, on va représenter de la lumière. On va aider ces entités à monter, à rejoindre leur plan. C'est le rôle même du médium. Eh ben, pourquoi pas mettre des gens dans les hôpitaux, justement, qui libèrent. Après, on se demande pourquoi il y a plein de maladies nosocomiales et pourquoi il y a plein de trucs bizarres dans les hôpitaux. Il devrait y avoir un service de... C'est vrai. Ça devrait exister, pourquoi pas. Mais quand même, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de comprendre comment ce phénomène fonctionne. J'ai pas tout compris encore, loin de là. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de recherches dessus, pas mal d'expérimentations. Et aujourd'hui, à mon tour, moi, je forme des personnes pour améliorer ses capacités de voyance, ses capacités de médiumnique. Alors, je sais qu'il y en a qui disent non, ça s'apprend pas la médiumnité, etc. Bon, moi, j'ai pu prouver que ça pouvait se développer. Alors après, c'est vrai que dans mes élèves, je me retrouve avec énormément de personnes du corps médical, des infirmiers, des infirmières qui travaillent déjà dans ces hôpitaux et ils le font naturellement. Justement, parce qu'ils sont en lien, ils sont en rapport avec la mort pratiquement au quotidien, que ça, il y a quelque chose qui se passe, ça les éveille et puis ils le font naturellement. Il y a quelque chose qui pèse aussi, je pense que c'est lourd. Oui, mais pour ceux qui vivent dans les hôpitaux, c'est lourd quand même. Bien sûr, c'est très très lourd, mais avant c'était un peu le rituel, vous savez, ils ouvraient la fenêtre. C'était symboliquement pour dire, voilà, envole-toi, âme. Tu es décédé. Maintenant, on peut plus ouvrir les fenêtres, c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre une fleur ni rien. Oui. Donc voilà, c'est compliqué. Donc, mais bon, tant que personne n'acceptera, enfin une bonne partie n'accepteront pas qu'il y a une survivance au corps et qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui perdure et qui souffre ou qui arrive à s'en aller, ça va être difficile d'aérer les hôpitaux. Moi, je peux très bien comprendre que certaines personnes soient sceptiques. C'est-à-dire autour de moi, j'ai des personnes totalement sceptiques et qui viennent et me dire « Oh Aram, si c'était pas toi, de toute façon, je ne pourrais pas y croire. » Ils m'ont vu faire des choses, ils m'ont vu passer des messages, mais voilà, c'est moi. Donc, quelqu'un d'autre, non, je peux pas y croire. Je peux comprendre qu'on peut être sceptique par rapport à ça parce que c'est véritablement quelque chose de non maîtrisé où tout le monde va donner aussi son point de vue parce que c'est vrai que il y a tant de points de vue sur l'au-delà, sur l'astral qu'il y a de médium, mais il y a quand même des points communs qu'on retrouve et ça c'est extrêmement intéressant. Depuis Allan Kardec et depuis ses expériences de spiritisme, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites également avec l'Institut métaphysique de Paris et également à celui-là parce qu'on a des racines communes, c'est pour ça que j'en parle. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été testées et là on invite tout le monde à venir observer, ne pas y croire, moi je veux bien, mais juste venir voir si c'est quelque chose qui peut être plausible ou pas. Mais une fois en salle, j'avais une personne qui était juste au début à l'entrée, elle me dit mais Aram, qu'est-ce que tu fais là? Elle me connaissait à travers un autre métier, j'étais photographe avant. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis je suis le médium. Elle me dit toi médium, mais c'est impossible. Je dis si. Je passe en scène, on était à deux, c'était un duo ce jour-là. Et puis cette femme se présente au milieu et nous dit Aram, est-ce que je peux vous parler? Je dis non, on est en pleine séance, là on est en train de passer des messages. Si, c'est extrêmement important, est-ce que je peux vous parler? Je lui dis non, attendez la pause, on verra plus tard. Et cette femme s'en va en furie, parce que les autres étaient là, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Et elle s'en va en furie en disant vous êtes tous des complices, etc., en claquant la porte. Elle ne pouvait pas concevoir que ça pouvait exister. Manque de peau, elle est tombée sur moi, elle me connaissait à travers autre chose. Elle voulait juste me prévenir en me disant arrête tes conneries. Mais non, c'est pas des conneries. Mais justement, ça dérange. Ça dérange en quoi? Je ne sais pas. La survivance de l'âme. La survivance de l'âme ne dérange en rien. Maintenant, il faut quand même reconnaître, on est dans un milieu un peu particulier. On est dans un milieu où
où la souffrance, la peine des gens peut attirer des escrocs aussi. Il faut quand même reconnaître la médiumnité. On n'a pas très bonne presse. On essaie justement à travers nos salles, à travers des médiums sélectionnés, d'avoir bonne presse. Mais on a la même presse que le garagiste ou le plombier. Hein. Oui, mais est-ce que le médium et la voyance, c'est la même chose? La médiumnité et la voyance, non, c'est deux choses différentes. Mais malgré tout, on passe de l'un à l'autre. Donc assez facilement, souvent, quand on est en contact médiumnique, eh bien, d'abord, il faut être sûr de la source. Il faut être sûr de ce que va nous dire cette personne, parce que si cette entité qui est partie, elle ne change pas une fois qu'elle est dans l'astral, elle a une vision autre, différente, mais elle ne change pas. Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît, parce que si cette personne avait mauvais caractère, eh bien, elle va toujours venir exprimer son mauvais caractère. Et c'est comme ça que la personne face à nous va la reconnaître en disant « Ah oui, effectivement, je reconnais bien ma grand-mère, elle avait mauvais caractère. Elle tapait du poing sur la table, elle était grincheuse. » Ouais, oui, ça veut dire que c'est pas amélioré alors. On est là sur Ou Terre alors c'est juste pour se faire reconnaître. Mais pour se faire reconnaître, mais on est là sur Terre déjà pour s'améliorer. On a quand même un peu de temps. Alors, si c'était à refaire, Aram, vous le referiez? Mais je pense ne pas avoir le choix, de toute façon. J'ai 2 enfants, je les ai mis un peu à part de tout ça, mais là, il y a quelques mois, mon grand-fils a 13 ans, ça s'est révélé à lui, hein, et c'était pas prévu. Ça s'est révélé suite à un petit choc. Voilà, donc je pense pas qu'on ait le choix. Ça fait partie de ce qu'on est. On a beau mettre des œillères, on peut fermer nos yeux, nos oreilles, mais c'est un autre sens qui est en route. Donc cet autre sens, on peut pas le couper. En tout cas, si, peut-être, on peut le couper avec des antidépresseurs. Alors bon, voilà, je pense être assez équilibré pour pas encore tomber là-dedans. La pilule du bonheur, la pilule de l'oubli. La pilule de l'oubli, oui. Mais bon, faut mieux pas. Donc, si c'était à refaire, bien sûr, bien entendu. Et bon, je pense être arrivé à une période qui est, enfin, j'ai pas été pris tellement pour un fou. J'ai un peu cassé les codes, à mon sens, de Madame Irma avec la boule de cristal et le fichu sur la tête. Quand les gens viennent me voir, il y a rien. C'est un bureau vide. J'ai pas d'objet, j'ai pas de support, j'ai pas de musique, j'ai pas d'ambiance, j'ai pas de gris-gris. J'ai pas de cri-gris. Donc j'ai voulu un peu casser avec ce cliché qui revient de temps en temps, mais qui était un peu désuet et puis qui était sujet à rigolade. Mais il y a une autre catégorie de médiums. Et là, en plus, moi, comme je vous le disais, je forme aussi, j'aide à former des personnes à trouver leur voie. Et j'ai des enfants qui me sont ramenés par les parents, par les tatas, par les tontons, qui ont des capacités extraordinaires. Donc, il y a des médiums à venir qui sont extraordinaires, qui seront extraordinaires. J'ai des enfants de 9-10 ans, mais extraordinaires, qui ont une perception. Alors, peut-être ça va se couper. Ça peut se couper plus tard dans l'adolescence. Mais si ça perdure, franchement, ils ont une vision du monde et ces gens-là vont, je pense, véritablement apporter une aide et un amour inconditionnel et on peut pas faire sans eux. On peut pas faire sans les médiums d'une certaine manière parce que tout à l'heure on parlait des âmes qui sont bloquées. Il y a des médiums partout en France, il y a des médiums partout dans le monde. Il y a des médiums qui circulent dans les cimetières et qui libèrent des âmes. Naturellement, ça fait partie de ce qu'est un médium. Donc, un médium, ça veut dire que c'est celui qui est entre les deux. Hein. Entre les deux, exactement. Alors, ça sert à quoi d'être entre les deux? Alors, entre les Vous deux, avez fait le choix d'être entre les deux? Entre les deux ne veut pas dire d'être coincé entre les deux. Ça veut dire un pied en bas et un peu la tête en haut, mais je suis pas coincé. Je peux être très terre à terre, comme un peu plus spirituel et un peu plus dans les nuages. Mais cet équilibre est intéressant. Ça fait partie véritablement de. J'arrive à couper. C'est-à-dire que je suis pas constamment en perception, sinon je ne vivrais pas. C'est ce que j'allais vous poser en dernière question, mais c'est bien, j'ai déjà la réponse. Mais oui, j'arrive à couper. Heureusement, sinon. Mais j'en ai rencontré. J'ai rencontré certains médiums qui avaient les doigts dans la prise. Hein. Ils deviennent fous. Souvent, il y a de quoi devenir fou. Souvent, ils faisaient des petits séjours en hôpital psychiatrique. Mais j'ai eu 2 expériences avec 2 femmes comme ça, très 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 connectées, et qui sont venues me voir en disant Aram, j'en peux plus, je veux couper ça. On a fait un petit travail, et dès la 2e séance, ils sont venus en me disant non, en fait, finalement, je n'ai pas envie.
parce que ça fait partie de ce qu'ils sont. Ça fait partie de leur vie. Et ils ont peur, en refermant la porte, que cette porte ne se réouvre pas. Alors qu'on ferme pas totalement la porte. Elle est toujours légèrement entrouverte. Mais je suis pas avec une porte ouverte constamment, heureusement. Ouais, et puis est-ce que c'est vous qui décidez ou est-ce que c'est eux qui décident? Oh non, vous savez, là-bas, ils essayent, de là-haut, des fois, ils essayent de nous, entre guillemets, de nous diriger gentiment. Mais je pense qu'on a notre libre arbitre. Et puis, quand c'est non, c'est non. Mais quelquefois, ils décident de se manifester sans que vous les ayez demandé. Bien sûr, mais si c'est important, effectivement, de temps en temps, ils viennent et disent non, c'est maintenant, c'est ok, très bien. Bon bah. Et on peut se demander dans ces cas-là si c'est pas l'ange gardien, si c'est pas quelqu'un qui vient nous prévenir de. Ça peut, bien sûr. On a plein de signes comme ça. J'ai des centaines d'expériences. J'ai des centaines d'expériences qui font partie du merveilleux, mais qui sont mes expériences. Si je raconte ça à quelqu'un d'autre, je dis ok, bon bah peut-être, ok, c'est bien, c'est super, c'est fantastique pour toi, mais c'est pas pour autant que la personne va être convaincue. Et il faut que chacun puisse vivre ses expériences. Mais tout à l'heure, je vous parlais des sceptiques. Autour de moi, j'en ai beaucoup des sceptiques et des gens très proches. Bizarrement, quand il y a un décès, qui c'est qui viennent voir? C'est les sceptiques, on sait bien, il y a une fosse derrière, donc franchement, elle est faite pour eux. Hein. Oui. On va essayer de rigoler pour terminer cette émission. On sait très bien pourquoi il y a des fosses. Donc, on rappelle que le 17 mars, en 2019, parce que c'est un dimanche de 13h30 à 19h, arrivez plus tôt, arrivez à 13h, facile. C'est au Square Rap, vous pouvez pas rater, c'est le Square Rap, c'est à côté de l'avenue Rap, à côté de la Tour Eiffel. Et le Square Rap, c'est un petit passage, un renfoncement. Ouais. Vous avancez dans ce renfoncement, vous allez voir le théâtre de la Tour Eiffel, qui est avant le théâtre indien. Et puis, faut s'inscrire avant, on peut arriver au dernier moment. Alors, on peut réserver, c'est mieux de réserver parce que ça se remplit très très vite. Alors, le site internet, c'est usfipes.fr, usfipes.fr, et on peut depuis ce site, il y a un petit lien pour pouvoir commander en ligne. C'est 15 € la place. On a voulu que ça puisse être accessible. On fête nos 100 ans. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est au contraire là pour faire une grande fête et donc les gens peuvent venir et réserver leur place ou directement passer à notre salle au 15 rue Jean-Jacques Rousseau juste avant nos conférences du mercredi au dimanche, juste avant, c'est-à-dire autour de 14h, 14h30, venir acheter leur place sur place s'ils le souhaitent. C'est Métro Palais Royal, c'est ça? Palais Royal ou Musée du Louvre. Musée du Louvre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous avez un message à passer là, juste avant la fin de l'émission? Oui, je pense que pour cet événement, ça n'a pas été simple. Il y a beaucoup c'est un gros événement pour nous. On a décidé de mettre à l'honneur Allan Kardec. On a décidé de mettre un petit peu à l'honneur le passé, ses 100 ans passés. Et on a de très belles énergies qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous propulsent. C'est pas toujours très simple. Encore une fois, nous ne sommes pas des spécialistes pour organiser ce type de journée. On va faire au mieux, on fait au mieux et on est soutenu. Il y a cette énergie qui est là et on puis est ravis. Tous les esprits seront là. Et tous les esprits seront là. Alors, juste une petite chose, on va leur demander, je profite de cette antenne pour leur demander de ne pas faire trop de petites blagues sur le côté technique parce qu'on sait très bien que esprit et le côté des ondes radio et technique. En tous les cas, ce soir, ils nous ont à peu près laissé tranquille à part. Voilà. Et une dernière chose, donc on est aussi partenaire avec une chaîne qui s'appelle BTLV TV. Et voilà, on est également partenaire avec eux. Ok. Merci Aram, A-R-A-M, que vous retrouvez un peu partout où vous voulez. Et donc, le 17 mars prochain, si vous êtes intéressé. Merci beaucoup, Aram. Avec plaisir, merci. Merci.